la roue, encore un petit effort maintenant, pas sortir trop tôt, pas sortir trop vite Laurent, une accélération et puis à un moment donné il faut y aller, il faut tout donner. Et il déborde par la gauche, il va réussir son coup, il va réussir, il gagne Laurent, bien joué. Deuxième but, magnifique victoire de Laurent Dupont. Encore, on est content. Bertrand Dubout, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a plus tellement besoin de vous présenter. Ça fait tellement et tellement d'années que vous travaillez et qu'on vous entend à la télévision. Vous avez pris votre retraite, ça fait une année au mois de mars. Bientôt. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire ce livre, Chronique d'un insoumis? Parce que j'en avais un petit peu marre du Tour de France d'abord. Au départ, c'était des chroniques sur le Tour parce que l'évolution faisait que je me sentais de moins en moins concerné par le Tour, l'organisation, la course au fric, le dopage, tout ça. Et puis, parce que j'ai envie d'écrire, moi j'ai été formé à la presse écrite dans une agence de presse dans les années 70 et donc j'ai toujours gardé ce plaisir d'écrire. En TV, on n'écrit plus beaucoup, j'ai fait pas mal de directs, mais chaque fois que je faisais du magazine et que je devais rédiger un commentaire, j'avais beaucoup de plaisir. Et donc, comme ça, c'était une sorte de je ne vais pas dire de hobby, mais ça occupait un petit peu mes heures creuses. Et puis quand je suis parti à la retraite, j'avais déjà écrit quelques chroniques sur la boxe, sur le Tour de France, et j'en ai rajouté quelques-unes sur la télévision suisse romande, puisque finalement je suis parti avant l'heure, dans une condition un peu particulière. Vous dites justement, concernant le Tour de France, que le Tour de France, finalement, doit tout à la presse, il doit tout aux journalistes, et que maintenant, les journalistes deviennent presque des personnes pas trop désirées. Hein. Ils n'ont plus besoin de nous, mais le Tour de France a été créé par un journaliste, créé par un journal, par des journalistes, et ce sont les journalistes et les gens de radio à l'époque, au début, qui ont fait l'histoire du Tour. La télévision, à partir des années, fin des années 50, 60, 70, 80, ça a contribué au développement du Tour. Maintenant, le Tour de France est devenu ce que l'on sait, quoi. C'est-à-dire, c'est une super production mondiale, c'est beau parce qu'il y a des hélicoptères, il y a des plans aériens. Mais on a le sentiment que les gens de presse, on est de moins en moins nécessaires. On est de moins en moins tolérés, on prend beaucoup de place et finalement, on critique un petit peu l'organisation parce que maintenant, c'est devenu une grosse affaire financière, commerciale. Il y a eu des affaires de dopage, donc il y a eu des critiques qui ont été émises et tout. Et donc, même nous, en télévision, on est beaucoup moins appréciés maintenant qu'avant. Je me souviens qu'à l'époque où j'ai commencé, moi c'était en 78, Chapat, c'était la grande star de la télévision française, Robert Chapat. Chaque fois qu'on le voyait passer, on essayait de prendre le sillage de la voiture, parce qu'on savait que lui, il allait nous amener au pied du podium. Et quand on arrivait, la gendarmerie française nous ouvrait les portes, on était les bienvenus. La télé, c'était mythique à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est devenu quelque chose de banal, en fait. Pratiquement tout le monde fait de la télévision. Avec l'électronique, avec les moyens modernes, on peut en faire chez soi, le samedi après-midi, le dimanche. Mais à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Et maintenant, c'est un peu le contraire. Mais vous dérangez donc les journalistes sur le Tour de France. Vous dérangez qui? La direction du Tour de France, les sponsors? On dérange parce qu'on prend de la place, parce qu'il y a de plus en plus de télévision. Les Allemands, ils sont à 160 sur le Tour de France. Et vous, à TSR? Nous, on est deux commentateurs, Chassot et moi, on est deux, j'allais dire, trublions. Pas tout à fait, mais presque. Et on n'est rien du tout. Et en plus, ça, nous, la télévision romande, on a la concurrence de la télévision française. On est la seule chaîne avec la Belgique francophone à avoir cette concurrence-là sur le Tour. Mais personne ne s'en préoccupe, tout le monde s'en fout, sauf les directeurs de la télévision romande qui nous disent il faut faire les heures de direct, il faut commencer comme les Français, sinon les gens vont aller regarder le Tour de France sur la chaîne française. Alors tant qu'on arrive à contenir la poussée de la télévision française, la TSR est sur le Tour de France. Mais je ne pense pas qu'on est défendu ou soutenu comme on devrait l'être dans une organisation pareille. Alors moi, j'en ai eu un petit peu marre. C'est pour ça que finalement, ça a débouché sur ce bouquin. En vous lisant, on a l'impression, aussi, au début, c'était des vrais journalistes, si je puis dire, qui étaient sur le Tour de France. Ça devient de plus en plus des animateurs, oui, qui donc finalement sont presque au service de leur employeur, le Tour de France, l'organisation du Tour de France, voire même des équipes de coureurs et de sponsors. Mais disons que, le sentiment que j'ai, c'est que les gens maintenant, ou
ceux qui travaillent pour ces médias, ils n'aiment pas le sport comme on l'aimait nous. Moi, j'aimais le vélo parce que j'étais dans le milieu du vélo à l'époque de Kelly, de Hinault, de Merckx. On allait sur le lit, dans les chambres, pour les interviewer. On était très proche de ces coureurs, on était très proche de ces champions. Maintenant, c'est difficile d'avoir accès parce qu'il y a beaucoup plus de monde, donc les portes se ferment. En plus, il y a Armstrong qui a foutu un bazar pas possible. Il est venu avec ses gardes du corps, il est venu avec sa mentalité à l'américaine. Alors évidemment, ça fait parler du vélo, ça fait parler du Tour. C'est la seule star qui existe dans le cyclisme. Par rapport au football, par rapport au ski. Mais ça a modifié pas mal l'état d'esprit du vélo. C'est plus le vélo à l'ancienne qu'on a connu. Maintenant, on est un peu des ringards, nous, qui s'attachons justement à cette forme comment dirais-je, de tradition. De tradition, cette façon de vivre qu'on avait à l'époque. Moi, c'est ça qui me plaît plus. Mais vous dites quelque chose qui est assez terrible. Vous dites à un moment donné que certains journalistes n'osent pas critiquer parce qu'ils ont peur de ne plus avoir d'interview ensuite après des personnes. C'est vraiment... Ben oui, parce on est loin de l'éthique de journaliste comme on nous l'apprend, là. Disons, à une certaine époque, on était très proche des coureurs. Mais les coureurs, ils acceptaient qu'on les critique. Ça dépendait un peu de la formulation. Si c'est critiquer pour critiquer, c'est pas très bien, mais de temps en temps, une petite peau de banane pour faire comprendre au gars qu'il a peut-être fait une connerie, etc., ou qu'on le ressent comme ça, c'était jouable. Maintenant, la moindre critique, c'est pris pour quelque chose de négatif. Ça fait du tort à l'image de marque, c'est pas bien vu. Le Tour de France, la direction n'aime pas qu'on critique l'organisation. Or, cette organisation, elle est critiquable. Au début, le Tour de France, c'était une course cycliste, un coup de génie. Desgranges, en 1903, quand il a créé le Tour de France, c'était un coup de génie. Il y avait une course cycliste. Ensuite, on a bâti autour un événement. On a fait venir les journalistes, Albert Lond, il y a eu des articles extraordinaires sur les conditions de course d'époque. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, il y a l'événement Tour de France, on en parle d'une année à l'autre, on parle de millions, on parle de budget, etc. Et puis, accessoirement, il y a des courses cyclistes, puis une course cycliste au milieu. Donc, c'est complètement différent. C'est le contraire de ce que moi j'ai aimé. On a dit que le Tour de France est un peu en perte de vitesse depuis quelques années. On annonce le retour d'Armstrong cette année. C'est bon ou c'est mauvais pour le cyclisme, ça, son retour? Non, pour moi, c'est un mal, mais pour les organisateurs, ce sera forcément un bien, parce qu'Armstrong, c'est la seule star du vélo. Donc, ça fait parler du cyclisme, parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, ne savent plus, comment dire, ils n'ont plus d'idoles, ils n'ont plus de grands champions à respecter. Le vélo a été décapité, Pantani décédé, Rimnes l'Espagnol décédé, Landis positif, Basso positif, Ulrich positif, ils sont tous tombés pour dopage, sauf Armstrong. Alors lui, il a eu des casseroles, il est passé entre les gouttes miraculeusement, mais alors maintenant il revient. Il y a plus de stars. Si je vous demande, si je vous dis qui est à part Armstrong, qui c'est la grande star du vélo aujourd'hui? Cancellara? Ouais, bonne réponse. Bonne réponse, Cancellara. Mais bon, lui, il fait un peu souci parce que maintenant, les coureurs de 80-85 kilos, ils font sauter les grimpeurs dans les cols. Alors, il y a un problème, là? Il n'y a pas de problème officiellement. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un d'ailleurs, parce qu'à mon avis, le vélo en Suisse serait condamné à mort. Mais pour vous, être un bon grimpeur à plus de 80 kilos, il y a un problème. Oui, mais on vous dira que les routes sont en meilleur état, que les vélos sont plus légers, que la bande de roulement des boyaux est plus étroite. Enfin, il y a plein d'arguments qui jouent, mais c'est vrai qu'on peut quand même toujours se poser des questions. Ça serait dramatique pour le vélo. C'est comme si Federer tombait positif dans le tennis. Pour nous, la Suisse, c'est une catastrophe. Mais Armstrong, avec le retour d'Armstrong, moi j'ai un peu le sentiment qu'on fait un pas en arrière. On a cru être libéré de cette personnalité, de tout ce qui s'y rattachait, les questions un peu particulières, la suspicion. Puis maintenant, il a fait son temps, puis il revient. Alors ça ramène les questions. Alors que lui, il n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas très bien compris là, pourquoi il revient. À mon avis, il va quand même encore leur faire mal. Vous dites qu'Armstrong, il est favorisé, on lui tire le tapis rouge partout, il a des privilèges. Oui. Vous avez une anecdote que beaucoup de coureurs, après une étape, doivent des fois attendre des heures et des heures avant d'aller à l'hôtel. À lui, on lui sert des hélicoptères, de la police. Oui, mais moi, je l'avais dit une fois à Jean-Marie Leblanc, qui m'avait tapé sur les doigts, il m'avait rappelé à l'ordre pour me dire que j'avais raconté une connerie. Mais en fait,
Après une étape du Tour de France, on descendait de l'Ariège, on avait roulé 150 km et on était bloqué dans la région d'Arles sur l'autoroute parce qu'il y avait des incendies. Et la gendarmerie avait bloqué l'autoroute, on devait aller dormir à Nîmes. Et là, toute la caravane du Tour, on était bloquée et tout d'un coup, on entend passer un convoi avec des sirènes et des voitures de police banalisées. Il y a une voiture de l'équipe US Postale et il y avait Armstrong sur la bande d'arrêt d'urgence. Et lui, il n'y avait pas de blocage d'autoroute, il passait les barrages et il était convoyé par des officiels de la police française. Alors on m'a dit qu'il y avait des menaces d'attentat, qu'il avait peur d'être enlevé, etc. Mais je me demande si c'est pas un peu de la paranoïa. Les Américains sont tous un peu paranoïaques. Faut pas croire. Après 30 Tours de France, vous avez commenté, hein? Oui. Là, vous arrêtez un peu brusquement, vous n'avez pas encore atteint l'âge de la retraite. Pourquoi cet arrêt aussi brusque, tout d'un coup? Disons parce que le Tour, ça devient très difficile. C'est très difficile, d'autant plus que je lui disais, on est que deux, nous. Et moi, je fais tout, je conduis la voiture, on fait du direct, je fais la préparation. Il faut lire les dépliants touristiques pour parler des prises de vue, des châteaux, des machins. Et personne vient nous ravitailler à midi, il n'y a pas de toilette, tu n'as pas le droit d'être malade, tu es pris dans les bouchons. C'est une galère terrible, Tour de France, par rapport à ce que j'ai connu à une certaine époque. On fait des heures et des heures d'antenne. Plusieurs fois, j'ai pris l'antenne à 9h25 le matin jusqu'à 18h, sans interruption, tout sur le micro avec Pinjon d'une part, et puis maintenant Richard Chassot. Et puis surtout, jamais un coup de fil dans l'action des sports de la TSR, jamais un coup de téléphone du chef des sports, François Jeannet, pour pas le nommer. Alors, tu as le sentiment que tu n'existes pas, que tu es au Tour de France, tu te demandes si la direction de la TV sait que tu es sur place, et tu fais des heures et des heures d'antenne. Alors, je trouve que ce n'est pas très valorisant, c'est pas très motivant. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, stop, là, je tire la prise parce que j'en ai ras le bol. Et puis, bon, les affaires de dopage, la nouvelle génération des coureurs, c'est plus difficile maintenant d'avoir des contacts parce que moi, je commence à être un peu âgé. Il y a des jeunes coureurs qui arrivent, donc il y a un déphasage qui se fait. Je l'avais déjà constaté avec Robert Chapat à l'époque, qui a été le grand commentateur des années 60-70, avec Anquetil, Poulidor, Merckx, Ocaña, les débuts d'Hinault. Et puis, à partir des années 80, on a senti que Robert, par rapport aux nouveaux coureurs qui arrivaient, il était beaucoup moins à l'aise dans ses commentaires. Il les connaissait moins, confondait les grimpeurs avec les sprinters. Et c'était assez pathétique. Et là, j'ai vu fleurir des banderoles sur la route du Tour de France. A2 nul, Chapat retraite. Dans les Pyrénées, je ne sais pas si on montait à Louzardiden un jour, ça m'a fait mal au cœur parce que c'était une immense banderole de 5 mètres sur 5. A2 nul, Chapat retraite. Et quand il était un grand coureur, parce qu'il était professionnel, il a fait le Tour de France chez les pros, qu'il a été un grand directeur des sports de la télévision française, un grand commentateur de cyclisme. Quand vous voyez ça, ça fait mal au cœur. Je vous dis, franchement, c'est dur. Et je me suis dit, j'ai toujours eu à l'esprit cette image. Bon, nous, là, il n'y a pas beaucoup de Suisses sur les bords de la route au Tour de France. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment que je tire la prise parce que je n'ai pas envie de passer pour un vieux con. Et je me rends compte que j'aime toujours le vélo, mais je suis moins concerné, je suis moins proche des coureurs que je l'étais avant. J'étais très proche de Hinault, de Fignon, de Kelly, d'Agostinho, même de Poulidor, de Jean-Marie Grosset, de Pascal Richard, etc. Maintenant, il y a une nouvelle équipe, une nouvelle génération, des petits jeunes sympas comme tout. Mais moi, je fais un petit peu vieux sac là au milieu. Donc, peut-être qu'un jour, vous verrez des banderoles qui diront Dubout revient, non? Oui, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous parliez de la TSR tout à l'heure, qui avait peu de reconnaissance. Alors c'est vrai, vous faites partie des vieux de la vieille, avec Jacques Tillman, vous êtes de la génération de Boris Aquadro aussi. Vous avez un jugement assez sévère sur la TSR, vous dites qu'ils font de plus en plus de très mauvais programmes. Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne tient plus compte de la qualité, on fait de la quantité, parce qu'on me dit la TV Romande fait 1600, 1800 heures de programmes sportifs. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle n'en fait pas 3500? Pourquoi elle n'en fait pas des kilos? Tu ne mesures pas la qualité d'un programme au nombre de kilos, au nombre d'heures.
tu mesures la qualité du programme au contenu. Mais le contenu, il n'y a plus de magazine, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'enquête fouillée. C'est très rare qu'il y ait un portrait un peu approfondi. La télé romande, elle n'est jamais allée en intimité chez Fabian Cancellara, par exemple. Il est champion olympique, il a gagné Milan-San Remo, Paris-Roubaix, il est triple champion du monde, il est champion olympique, il est maillot jaune du Tour de France. La télé romande n'est jamais allée lui rendre visite chez lui. Mais comment ça se passe, ça, justement, dans une rédaction? Si vous aviez décidé de y aller, vous devez demander ça à qui? On en discute en rédaction, puis après on dit « Ouais, mais on n'a pas de tour, on n'a pas de caméra, il n'y a pas d'équipe disponible, puis tu veux aller faire ça quand? Et puis combien de temps tu veux faire ?» Alors moi, je ne veux pas aller chez Cancellara pour faire 2 minutes 30. Si je vais chez Cancellara, je ramène 10 minutes. Mais ils ne savent pas où les mettre. Parce que maintenant, c'est l'information à tout prix, c'est des sujets courts, il faut que ça soit dynamique et tout, donc on effleure un peu les problèmes. On va jamais les régler, on va jamais les au fond des choses. Avant, on avait des magazines. Dans les années 70, on était 6 journalistes, on était 15 personnes au sport. Et maintenant, Maintenant, il y a 31 journalistes, il y a 71 personnes au sport, mais il n'y a plus de magazines. Avant, on faisait Caméra Sport, c'était 20 minutes. On faisait Face au Sport, c'était un magazine de 50 minutes tous les 3 mois. Bon, ça a duré de 75 à 80, fin 80, je crois. On faisait Sous la loupe, 20 minutes toutes les semaines. En plus des directs. Maintenant, ils font que du direct et puis des émissions de résultats. Voilà. Pourquoi avoir laissé tomber ces magazines? C'est vraiment trop cher? Oui, ça coûte cher parce qu'il faut une infrastructure interne, il faut des moyens de montage, ça coûte des jours de tournage, il faut du personnel, etc. Et puis Dumur, à l'époque, il était chef des programmes, avait demandé que le sport ait une présence quotidienne dans le téléjournal à 19h30. Alors, c'était un choix de direction, ça me paraît logique, puisque le sport, c'est aussi de l'information qu'on soit dans le téléjournal. Mais ça nous a condamnés, parce que ça a pris les moyens qui étaient sur le magazine pour justement faire cette émission quotidienne. Donc le magazine a été laissé tomber, et depuis, on n'a plus jamais pu avoir de magazine. Bon, paradoxalement, les meilleures émissions de la TV romande, c'est temps présent, c'est des magazines de société, c'est des magazines économiques, c'est des magazines scientifiques, à bon entendeur, consommateurs, pas seulement les jeunes. Il y a de l'argent pour ça, alors? Les meilleures émissions de la télévision romande sont les magazines, et le seul secteur qui n'a pas de magazine, c'est le sport. Alors, expliquez-moi. C'est quand même incroyable. Vous étiez 3 fois moins de journalistes sportifs à l'époque, et vous aviez le temps et l'argent pour faire ces magazines. Aujourd'hui, vous êtes 31. Ils sont comme ça tous overbookés, ou bien? C'est une bonne question. Bonne question. Moi, je suis venu travailler pendant longtemps, on n'avait pas de travail pour moi. Alors. On planifiait émission, il n'y avait pas d'émission. Alors, on me mettait en congé parce qu'on m'a dit qu'on ne savait pas ce que faire de moi. Donc, c'est une question d'organisation, mais j'ai posé 2-3 questions pertinentes et puis jamais eu de réponse. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous regrettez l'époque de Boris Aquadro? Oui. J'ai entendu Souchon, là, le chanteur français, qui disait « Les gens, ils ont peur d'être nostalgiques. Parce que ça fait vieux jeu, ça fait has-been, ça fait ringard, etc. » Moi, j'ai pas peur d'être nostalgique. Parce que les plus belles années que j'ai passées, la télévision, c'était les années fin 70, 80, 90. Puis après, depuis les années 90, il y a eu un changement, il y a eu l'électronique, le multimédia, tout ça. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et puis, la télévision, elle se fait plus comme avant. Les caméramans traditionnels ont été remplacés. Les preneurs de son n'existent plus. Maintenant, les journalistes ils sont formés à la caméra et au son. On les forme pendant 3 mois, quoi, d'une table. Avant, pour être caméraman, il fallait faire l'école de cinéma ou l'école de photo. Et puis l'apprentissage pendant 4 ans. C'est un métier qui était un métier, pratiquement un métier, comment dirais-je, un métier de cinéma, un métier d'art. C'était des créateurs, les caméramans. Maintenant, on s'en fout pour que ça bouge dans le poste. Le montage se fait un peu n'importe comment, etc. Moi, je trouve qu'il y a une perte de qualité assez générale, quoi. Je dirais pas qu'il n'y a pas des gens qui sont doués pour faire ces métiers-là. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sont très à l'aise. Mais en règle générale, c'est pas tout à fait le cas, quand même. Toujours pour SNCF, vous parlez du directeur Marchand en disant qu'il ne fera jamais partie de la famille. Vous voulez dire quoi par là? Disons que ça me fait penser un peu à la France. J'ai le sentiment qu'en France, on ne fait plus de la politique parce que c'est une vocation. On fait de la politique parce qu'on apprend dans les grandes écoles, à l'ENA, etc. Et puis qu'on vient en politique parce que ça paye bien. Les sénateurs touchent 20 000 euros par mois, j'ai appris,
avec une rente à vie, etc. Et donc maintenant, on fait de la politique parce que c'est à la mode, c'est un métier comme un autre. C'est plus une vocation. Et Marchand, lui, il est manager, il vient de la publicité, du marketing, il n'a jamais fait de télévision. Bon, vous me direz, il ne s'occupe pas des émissions. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou c'est dommage. Mais maintenant, c'est que la diffusion, c'est l'image de marque, c'est l'emballage. On t'en fout plein la gueule parce que le multimédia, le web, la toile, l'information à tout crin. Mais on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il y a dedans, les émissions. Il n'y a jamais de débat, c'est la pensée unique chez nous. Tu ne peux rien remettre en question parce qu'il s'est décidé en haut lieu. On fait comme ça, puis vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Enfin, quand même, vous avez montré qu'on pouvait quand même s'exprimer. Oui, moi je suis persuadé. Oui. Pourquoi il n'y a pas plus de journalistes qui disons, comme vous moi je me suis exprimé, je me suis fait taper sur les doigts plusieurs fois. Ça m'a coûté parfois assez cher. J'ai eu chaud aux oreilles plusieurs fois, mais bon, moi je peux pas me taire parce que je suis révolté contre la connerie. Et puis je sais qu'on peut faire différemment parce que je l'ai fait. Je sais, je suis persuadé, et je suis sûr que les gens seraient les premiers à apprécier ce changement. Parce que le direct, c'est bien beau le direct. Mais du football, du hockey, du ski, du tennis, du hockey, du football. Vous pouvez prendre dans tous les sens que vous voulez. On tourne toujours autour de ces 4 directs, ces 4 sports, mais jamais d'handball, jamais de judo, jamais de boxe. Ça va pas très loin. Le dimanche, football, hockey sur glace, tennis, hockey, football, tennis. C'est toujours la même chose. Vous allez à Wengen depuis le jeudi, ils sont à Wengen. On a vu les courses en direct. Le dimanche, ils reviennent avec des images qu'on a déjà vues 3 fois durant la semaine. Ah ben, me dirait, ça c'est une façon de rentabiliser les programmes au maximum. D'accord, mais à mon avis, c'est quand même pas forcément la solution ni l'avenir. Les grandes enquêtes, les grands reportages, Shaoli Rigato, ils sont allés à New York dans les années 70, faire un face au sport sur Mohamed Ali. Ils sont partis sans rien, ils sont partis là-bas, ils avaient 2-3 téléphones sans rien du tout, ils sont revenus avec un document exceptionnel, ils ont interviewé Angela Davis, Don King, Mohamed Ali, les Black Muslims, etc. C'est un sujet qui sort du sport. C'est un sujet grand public, ça va beaucoup plus loin que le sport pur. C'était la révolte des Noirs, des Américains, des Afro-Américains et tout. Je me souviens d'un document exceptionnel sur les 20 ans de Coupe d'Europe, avec Tillman, Grivet, où tu avais du Puskás, du Di Stefano, etc. L'histoire de la descente à ski sur 50 minutes, avec des interviews de Jean Voarnet, de Jean-Henri Oreiller, des anciens champions français, suisses, Molitor et compagnie. 70 ans de montagne sur le Tour de France, avec des documents. Maintenant, tu n'as plus rien de ça. Et je vous le dis, les meilleures émissions de la télévision romande sont les magazines. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Vous n'avez pas peur qu'on vous critique, qu'on vous reproche de cracher dans la soupe? Oui, j'ai peur, parce que je ne voudrais pas que ça soit le cas, justement, parce que je ne veux pas cracher dans la soupe. À mon avis, la position que j'ai prise, ce n'est pas une position de règlement de compte, comme certains voudraient me faire dire. Moi, j'aime toujours la TV romande. Ça a été ma deuxième famille pendant plus de 30 ans. Par contre, je suis tout à fait d'accord à ceux qui la dirigent. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une question de politique, c'est une question de programme, c'est une question d'organisation, de gestion. Bon, voilà, on me dira que moi, je suis qu'un employé, puis qu'il y a des directeurs qui sont faits pour ça. Mais le directeur, il vient de la publicité, du marketing, télévision, il connaît rien du tout. J'ai jamais fait d'émission. Est-ce que c'est un bien, c'est un mal? Je pose la question. C'est un de ces managers modernes, alors on peut en penser ce qu'on en veut de ces managers. Est-ce qu'ils ont la vérité pour eux? Les banquiers aussi, il y avait plein de managers dans les banques, dans des grandes entreprises, et puis on en est où aujourd'hui? On a beaucoup parlé du cyclisme. Une autre de vos passions, la boxe. Vous avez oui, la boxe. Vous êtes d'ailleurs vous-même boxeur, vous continuez de vous entraîner, je boxeur crois. modeste, moi je m'entraîne, oui, parce que j'aime bien. Alors, c'est vrai, il y a eu des années où on se levait à 3, 4, 5 heures du matin pour vous écouter commenter des championnats du monde. Et pour aujourd'hui, disons, ça, rien du tout. C'était un des privilèges de la TSR pendant des années, parce qu'on avait un collaborateur dans l'entourage de Don King, et par un fonctionnaire de la direction générale. Qui était l'entraîneur de Cassius Clay, de Mohamed Ali. Don King, c'est le grand promoteur, manager des poids lourds américains. Et il y avait un fonctionnaire de la télévision à Berne, la direction générale, qui avait un pote à lui dans l'entourage de Don King. Et au dernier moment, on arrivait à conclure pour la TSR. Les Tessino n'avaient pas le droit parce qu'il y avait une concurrence avec la RAI. Les grandes chaînes de télévision payaient cher. Et nous, on avait au dernier moment, à un prix défiant toute concurrence,
pour 20 000 $ de l'époque, le championnat du monde, les championnats du monde de Hagler, de Mohamed Ali, de Tyson, de Holyfield, etc. Donc, ça a été jusqu'en 99. Le dernier championnat du monde que j'ai fait, c'était en direct du Madison Square Garden de New York. Evander Holyfield contre Lennox Lewis, championnat du monde des poids lourds, pour la réunification du titre. Après, il n'y a plus de direct, etc., parce qu'il y a eu une nouvelle direction sport, puis le gars qui était dans l'entourage Don King, il n'était plus là, ou c'est le gars de la direction générale qui a perdu le contact. Et puis la boxe, maintenant, c'est plus de première priorité. Donc tout d'un coup, ça a changé. Plus de boxe Oui, à la parce télé, que cet interlocuteur que le gars de la direction générale à Berne avait dans l'entourage Don King, je ne sais pas s'il n'était plus là, ou s'il y a eu un changement, ou alors si c'est le fonctionnaire qui est parti à la retraite, ça s'est arrêté là. Et depuis ce jour-là, ça a été le début de la fin. La boxe, on m'a dit, c'est plus de première priorité. Il faut mettre l'accent sur le football, etc. Mais c'est une connerie monumentale parce que la boxe, il n'y en avait pas beaucoup. À chaque fois, c'était un événement. Et je peux vous dire que les taux d'écoute, même à 4-5 heures du matin, ensuite à 7 heures, on faisait une diffusion, puis on diffusait à 11h30, juste avant que les gens rentrent à la maison. C'était un programme bon marché par rapport à l'événement. Moi, je n'allais pas sur place, je commençais en direct depuis la cabine. Mais au moins, on avait l'événement. Donc, j'ai fait une 50aine de ces championnats du monde, championnats d'Europe. C'était la belle époque, la boxe. Maintenant, il y a encore des bons combats. Mais ceux qui dirigent le sport font plus confiance aux responsables de rubrique. Et puis, tout est décidé en Suisse par le BUS à Berne. Ça a été créé pour regrouper les 3 régions linguistiques. Mais normalement, la direction devait revenir dans les régions chaque année. Et puis à l'époque, Jacques Deschenaux, qui était chef des sports, a laissé Zurich prendre le pouvoir et puis diriger les moyens techniques et financiers. Ce qui fait que nous, quand on veut quelque chose qui n'intéresse pas les Zurichois, on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne peut pas le prendre sur notre budget. Et puis les Zurichois, quand ils décident de faire quelque chose qui ne nous intéresse pas, ils font quand même parce qu'ils ont le pognon et les moyens techniques. Donc on a dans le baba. Mais même si on peut comprendre qu'on ne retransmet plus ces grands matchs qui devaient coûter probablement très cher, les championnats du monde, c'est pas une raison. Non, ça coûtait pas cher. Non, ça coûtait cher aux grands pays, aux grandes télévisions, à la RAI, à l'Allemagne, à la France et tout, parce que c'est des grandes nations. Et nous, la Suisse, un petit pays, on avait ça pour une bouchée de pain. On avait accès à un événement exceptionnel. Par contre, le Tessin ne pouvait pas diffuser sur son antenne parce que la RAI avait acheté le programme. Et le Tessin diffuse dans le nord d'Italie, etc. Nous, on n'était pas dans le même cas de figure parce qu'en France, c'est Canal+, chaîne codée qui avait le contrat. Donc, nous, on ne faisait pas de concurrence à la France. Attends, même sans parler de ces grands matchs, c'est pas une raison, disons, de ne pas parler des boxeurs suisses? Très, très bonne remarque. Et puis des combats qui à se Genève, tous les week-ends. Il y a 2 ans, il y a eu un championnat de Suisse de poids léger. Depuis la guerre, il y a eu 7 championnats de Suisse professionnels de boxe. C'est pas beaucoup. Chaque fois, c'est un événement. Et à Genève, il y a 2 ans, il y a eu un championnat entre Kinigamadzi du club logistique du Carouge contre un Bernois, Tchano. La TV romande n'a même pas mis une caméra. Il n'y a pas eu 30 secondes ou 2 minutes de ce match de boxe. Ça n'existe pas, la boxe. Parce que ceux qui dirigent le sport estiment que ça n'existe pas, mais on ne les voit jamais dans les salles de boxe, on ne les voit jamais au coin d'un ring quand il y a un meeting. Il n'y a pas beaucoup de connaisseurs dans la presse écrite. Pas beaucoup de journalistes s'intéressent à la boxe. En Suisse romande, il doit y en avoir 2 ou 3 maximum, dont je fais partie, modestement. Il y a Georges Blanc à Liberté, il y a Antoine Calcio à la Tribune de Genève. À part ça, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à la boxe et qui connaissent la boxe. Donc, ils ne sont pas forcément attirés, c'est pas leur passion comme le football, le hockey sur glace, le ski. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Si ça tient, c'est une question de personne, ce qui n'est pas tout à fait normal quand même aussi. Mais là, le sport va changer de chef. Je crois que Massimo Lorenzi va reprendre, s'il n'a pas déjà fait. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Vous connaissez bien aussi. Disons Massimo, je pense à mon avis, il y a quelque chose qui va changer. D'abord parce que lui, il a une personnalité, ce qui n'a pas été le cas de ceux qui étaient ses prédécesseurs. Et puis, il a des idées, il a une forte personnalité, mais évidemment, quand on a une forte personnalité, on a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'opposition, donc il va y avoir un peu de casse, j'imagine. Mais par contre, il a dit qu'il était intéressé par le geste, et pas seulement par les résultats, les performances. Donc j'ai bon espoir qu'il
qu'il aille de nouveau un petit peu plus loin que ce qui s'est fait ces dernières années, c'est-à-dire remonter aux sources des problèmes, essayer de refaire j'espère, un mini-magazine. Je n'ose pas imaginer un magazine complet, mais ouais, j'ai déjà entendu qu'il a procédé à certains changements. J'ai entendu qu'il y avait Hubert Guécoutet, journaliste du TJ, qui va le rejoindre aussi. Donc c'est des gens qui aiment le reportage, l'image. Je pense que de toute façon, ça ne peut pas être pire que ça a été jusqu'à maintenant. Parce que là, on a touché le fond de la mer. Hein. Le bateau, il est posé sur la vase, et maintenant, il faut le refaire monter en surface. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Si des jeunes journalistes venaient vers vous, ou des jeunes, tout simplement, vous diraient, j'aimerais bien devenir journaliste sportif, vous les encouragez, vous les découragez? Non, je pense que je les encouragerais pas. C'est malheureux à dire, parce que ça reste un métier extraordinaire qu'on a pratiqué avec beaucoup de passion, de motivation, mais disons, nous, on avait la culture du sport, ce qui n'est pas forcément le cas. On dit, oui, on aime ça, on aime ci, etc., mais il faut aller plus loin que ça. À l'époque, on travaillait 4 week-ends d'affilée. Maintenant, on dit, je vais faire journaliste. Mais quand on leur dit qu'il faut travailler 2 week-ends d'affilée, on se dit, ouh là là, attention, ma femme ne sera peut-être pas d'accord et tout. Donc, quand ça commence comme ça va pas très loin, à mon avis. Et les jeunes qui viennent maintenant ont plutôt tendance à être un peu fonctionnaires sur les bords. C'est un peu mon sentiment. Peut-être que je me trompe, hein, parce que je n'ai pas forcément la vérité pour moi, disons. Mais une hypothèse où ils auraient envie de bosser, mais oui, bon, il y en a qui arriveront, parce que les médias ont toujours besoin de relève et de journalisme, mais la crise est là. Dans la presse écrite, c'est pas terrible. Au niveau de la télévision, ça va être touché dans les années qui vont venir par ce problème. Les places sont chères, hein, et ceux qui sont en place y accrochent comme à une bouée de sauvetage. Les places sont chères et l'ambiance, visiblement, n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, disons, ouais, je ne veux pas généraliser, parce que moi j'ai connu une certaine ambiance, mais peut-être qu'après moi, il y en aura une meilleure, je ne sais pas. Mais disons qu'avant, on avait un peu l'avantage d'avoir la convention collective qui nous protégeait. Il y avait plus de journalistes à la télévision qui étaient engagés à plein temps. Tandis que maintenant, ils leur font des contrats à durée déterminée, ces fameux CDD à la française, 60 jours, 80 jours, 120 jours. Donc, on travaille à la télévision, mais d'une année à l'autre, on ne sait pas si le contrat est reconduit, s'il y a du travail, etc. Je ne sais pas. C'est une période pleine d'interrogations, en tout cas. Ça, c'est sûr. On arrive gentiment à la fin de cet entretien. Merci, en tout cas, Bertrand Dubout, déjà pour ces 30 ans de bonheur que vous nous avez apportés sur la TSR par vos commentaires. Tout le plaisir était pour moi, voyons. Et puis, on espère vous revoir très vite chez nous. En tout cas, on a eu du plaisir à vous recevoir. Et puis, pour tous ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur la TSR, vous l'avez compris, mais aussi sur le monde du cyclisme, sur la boxe. Mais encore une fois, on vous recommande donc ce livre, Chronique d'un insoumis, de Bertrand Dubout. Merci. Et merci à vous, plaisir. Merci.